Bonjour, je m'appelle Moussa Diouf, coach auprès de tous ceux qui désirent devenir des conquérants accomplis. Je suis très content de vous rencontrer encore à travers cette vidéo. Mais avant de continuer, je voudrais vous remercier, vous féliciter pour vos encouragements. Grâce à vous que nous avons le courage de continuer, que nous avons la passion de vous donner le meilleur de nous-mêmes. Alors soyez-en remerciés. Je voudrais interpeller à tous ceux qui n'ont pas encore abonné de vous abonner. Abonnez-vous, commentez dans la chaîne, laissez des questions dans la chaîne si vous avez des interrogations et partagez avec vos amis pour les faire du bien. Avant de continuer, j'ai une surprise agréable à partager avec vous. Beaucoup sont freinés par des habitudes, par des comportements, par leur mentalité. Beaucoup n'ont pas d'ennemis, mais ils sont leurs propres ennemis sans le savoir. Je vous amène une solution très efficace. Un livre dénommé « Se libérer de ses addictions en 10 jours ». Quelqu'un a dit, si tu veux cacher du trésor aux Africains, il faut le mettre dans un livre. Alors nous sommes des Africains au XXIe siècle qui ont une mentalité renouvelée et qui voient autrement, amoureux du savoir et qui ont une relation intime avec les livres. Car celui qui veut aller loin doit se familiariser avec les livres. Alors, ce livre, l'auteur s'appelle Marius Sagna et il vous demande juste 2000 francs pour l'avoir. Pourquoi ce prix bas? C'est parce qu'il veut aider beaucoup de personnes. Toi aussi, tu peux, à travers ce livre, te libérer de tes addictions et devenir le héros que tu devrais devenir dans la vie. Écoutez, ce n'est pas fini. Dès que tu achètes le livre, automatiquement, Marius Sagna te félicite avec un autre livre. Les assassins de ta vie de couple. Si vous êtes heureux dans votre foyer, c'est parce que vous connaissez les assassins de votre vie de couple et vous les avez éliminés pour bâtir un foyer paradisiaque. Il y a un autre événement qui s'approche et qui est prévu le 12 et le 13 novembre. C'est le sommet global de leadership. Un événement qui réunit à tous ceux qui ont le désir de percer dans la vie, de percer dans la politique, de percer dans les affaires, de percer dans les études et de percer dans la vie spirituelle. Ne vous faites pas raconter cet événement qui change des leaders ordinaires à des champions. Alors, écoutez, la participation est à 2500 seulement. Venez et vous verrez de vos propres yeux. Beaucoup ont donné des témoignages. Beaucoup ont vu comment le sommet global de leadership a impacté leur leadership, a transformé leur manière de diriger. Alors c'est votre tour. Retenez bien, le lieu, c'est à l'église de Bethel à Dieuppeul 3. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important intitulé « Revenir aux fondamentaux d'une école d'excellence ». C'est important et j'en profite pour souhaiter aussi plein de succès aux élèves, aux étudiants, aussi encourager les enseignants, les professeurs, l'État, afin qu'ensemble, que nous puissions conjuguer nos forces pour une école d'excellence. Une école d'excellence a des paramètres, a des principes à suivre. De la même manière que dans une organisation, il faut établir des principes pour pouvoir mettre de l'organisation et de l'ordre. Parce que sans les principes, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'efficacité. Quels sont les fondamentaux d'une école d'excellence? Nous allons les citer et nous allons voir comment bâtir réellement une école d'excellence. Quel est le premier fondement d'une école d'excellence? C'est d'abord le rôle des parents. L'école ne commence pas à l'école, l'école commence à la maison. Parler du rôle des parents, c'est parler de l'éducation spirituelle et l'éducation de base que les parents doivent inculquer à leurs enfants.
Concernant l'éducation spirituelle, ça touche le volet de Dieu. L'enfant doit être instruit selon la voie de Dieu. Si nous voulons une société sainte, si nous voulons une école performante, capable de produire des acteurs capables de bâtir le développement. Comme Nelson Mandela le dira, les grands hommes sont ceux qui bâtissent et construisent. Alors l'école a la capacité de produire ces types d'acteurs. Mais quelle école? L'école qui est bâtie sur les fondamentaux d'une école d'excellence. Les parents doivent éduquer leurs enfants parce que l'éducation spirituelle permet à l'enfant de pouvoir comprendre que le mal, il ne doit pas faire du mal, il doit être un homme de bien. Et si nous n'avons pas la crainte de Dieu, si nous ne connaissons pas Dieu, nous ne pouvons pas se comporter comme étant des personnes loyales, des personnes dignes de son nom. C'est pourquoi il est dit, instruire l'enfant selon la voie de Dieu, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Alors on a besoin réellement de bâtir l'enfant de façon spirituelle, que l'enfant ait des racines solides dans le domaine spirituel, de connaître Dieu. C'est ainsi qu'il connaîtra son véritable identité pour espérer d'accomplir sa destinée de façon digne et loyale. Deuxième élément que les parents doivent transmettre leurs enfants, c'est l'éducation de base. L'éducation de base, c'est il faut enseigner l'enfant, il faut parler l'enfant. Écoutez, autant il y avait les grands-parents qui racontaient des contes pour éduquer les enfants, c'était magnifique. Et aujourd'hui, on a tout abandonné. Aujourd'hui, il n'y a plus ces contes, il n'y a plus ces histoires qui éduquent. L'éducation de base, c'est le savoir. Et lui parler. Sans le savoir, l'enfant ne peut pas connaître. L'enfant ne peut pas savoir comment vivre dans la société, comment se comporter dans la société. Et l'éducation de base, c'est le savoir. Et s'il a ce savoir lui permettra de savoir vivre. Savoir vivre à partir de sa famille d'abord et de son environnement. Et aussi, il aura le savoir-être, comment se comporter devant la société, devant les parents, devant les grands frères, devant les grandes sœurs, devant les tantes, devant ceux qui sont dehors. Comment s'habiller, comment parler, comment marcher, comment agir, comment réagir. Tout cela s'apprend à la maison. C'est pourquoi vous allez voir que l'école n'est pas déracinée. C'est parce qu'il y a cette responsabilité au niveau des parents qui a été abandonnée. Les parents sont les premiers enseignants de leurs enfants. Parce que l'enfant ne manifeste que ce qui se trouve à la maison. L'enfant est la somme de leurs parents, de maman et de papa. Raison pour laquelle des parents de valeur, des parents qui croient, veulent toujours avoir des enfants qui auront réellement un comportement meilleur. Deuxième fondamental, c'est le rôle des enseignants. L'enseignant, avant d'être éducateur, doit avoir la mentalité d'un parent, doit avoir la mentalité amicale. Mon fait signe, j'étais le président, qu'ils ont réussi dans l'enseignement, le concours FASTEF, ils ont déjà fait la formation. Ils m'ont dit, mais tiens, président, on m'a affecté ceci. Je me rappelle comme si c'était hier de les conseiller, et certains, je les ai dit, mais comprends déjà que tu es un papa. Devant ses enfants, ne te vois pas d'abord comme un enseignant. Vois-toi comme étant un papa devant ses enfants. Et cela te donnera le sentiment d'une responsabilité à assumer. Le sentiment de la loyauté, le sentiment de la dignité et de l'honneur. Tu ne vas jamais commettre des erreurs si tu te comportes comme un papa. Les enseignants qui enseignent leurs élèves, c'est parce qu'ils ne sont pas dans la posture qui sont d'abord des parents. Vous avez la responsabilité, cette relation entre vous et votre élève comme étant une relation entre papa, entre maman et son enfant ou sa fille. Et deuxièmement, c'est l'éducation. À l'école, on n'enseigne pas comment vivre. À l'école, on enseigne le savoir. Et ce savoir-là nous prépare à devenir des acteurs. Ce savoir-là nous donne des compétences.
Et si nous avons des compétences, c'est là que nous parvenons, que vous voyez aujourd'hui, il y a le président de la République. Il est passé d'abord par l'école. Il y a les généraux, il y a les ministres, il y a les directeurs, il y a les avocats, il y a les juristes, il y a les médecins, il y a les enseignants. N'importe quelle personne qui occupe aujourd'hui une place de haut niveau, c'est parce qu'il a passé par l'école. C'est pourquoi l'école doit garder réellement les fondamentaux pour demeurer une école excellence et continuer de produire des hommes et des femmes capables d'apporter le changement, de donner de l'espoir et de bâtir. Si les enseignants sont préoccupés par cette responsabilité en tant que papa et éducateur, vous allez voir, il y aura un changement concernant le rapport entre l'enseignant ou le professeur et son élève. L'élève va regarder à travers le comportement de son enseignant, à travers le comportement de son professeur comme étant un fils ou une fille de quelqu'un qui l'aime. Manifester réellement cette posture. Et en manifestant cette posture, l'élève se rendra compte. L'élève verra l'amour ardent que vous le manifestez. Le souhait de le voir réussir. Parce que c'est ainsi qu'il pourra vous respecter. Celui qui est conscient de la préoccupation, de sa réussite, de son avenir, vous donnera le respect, vous suivra. J'ai toujours soutenu, quand j'étais élève, qu'il n'y a pas un professeur mauvais, un enseignant mauvais. Le seul enseignant ou professeur mauvais, c'est celui qui vient vous raconter des histoires et vous passez tout le temps à rire et vous pensez que c'est un bon professeur. Mais celui qui vient dur, celui qui vient mettre la rigueur, que celui qui vous pousse à écouter, qui vous pousse à étudier. Je me rappelle très bien avec mon idole, M. Badji, quand on avait cours de philosophie, il n'y a personne qui courait. Au début, on pense qu'il était très dur. Mais quand il a commencé à nous enseigner, mais on l'admirait tellement que c'était incroyable. Il était devenu une icône de ses élèves. Et je me rappelle très bien, j'avais un ami professeur dans le même lycée qui m'a dit un jour, mais Moussa, tiens, est-ce que tu sais que votre professeur c'est mon idole? Waouh! Vous avez vu le comportement, vous avez vu la responsabilité d'un professeur, d'un enseignant, d'un éducateur. Écoutez, vous n'êtes pas mauvais si vous êtes conscient de votre statut. Vous n'allez jamais essuyer si vous êtes conscient de votre statut. Et M. Badji a su incarner cette posture étant déjà un parent et un éducateur. Raison pour laquelle jusqu'ici, en tout cas, en ce qui me concerne, on garde des relations très positives. Très positives. On continue de les nourrir parce qu'il m'a impacté de façon considérable. Un jour, j'ai dit en classe, celui qui vit sans faire la philosophie ne pourra jamais percer le sens de la vie. Il était incroyable. Un professeur responsable. C'est pour dire qu'il vous faut, certes enseignants, certes professeurs, de se mettre dans cette posture pour relever le défi de l'excellence. Puisque Nelson Mandela disait que pour détruire un pays, tu n'as pas besoin d'utiliser des armes, il faut juste ruiner le système éducatif. Et les enseignants et les professeurs ont un rôle fondamental pour une école d'excellence, un rôle à jouer, une responsabilité à assumer pour réellement bâtir une école d'excellence. Dès à l'entame de l'année scolaire, il y a déjà les menaces, il y a déjà les grèves par-ci par-là. Et c'est anormal. Bien vrai que vous réclamez vos droits, et c'est normal de réclamer ces droits. Mais il vous faut aller plus loin. Je me rappelle à cette icône Kebambay, qui continue de faire la fierté du Sénégal, de l'Afrique et du monde entier. Il était un homme d'éthique, loyal, un homme capable de se sacrifier, un homme capable de comprendre les défis et qui est prêt à se sacrifier pour relever ces défis. J'appelle à nos chers enseignants et professeurs, parce qu'en fait vous êtes une mine d'or.
Sans vous, on ne parlera pas de président, on ne parlera pas de ministre, on ne parlera pas de médecin ou d'avocat ou ceci et cela moderne. Si les gens ont un niveau intellectuel très élevé, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. C'est vous qui éduquez les présidents, c'est vous qui éduquez les ministres, c'est vous qui éduquez les grandes personnalités dans ce monde, autant pour moi. Donc, soyez fiers de vous et continuez à bosser comme si c'était la dernière fois de votre vie. Et le troisième, c'est le rôle des élèves et des étudiants. Mais l'enfant doit se préoccuper réellement d'acquérir le savoir. L'enfant a un rôle à jouer. L'enfant doit aimer l'école. L'enfant doit être conscient que l'école est le moyen qui lui permet de devenir grand, de devenir un leader, un acteur incontournable pour son pays, pour l'Afrique et le monde entier. Alors il faut que l'enfant puisse se rattacher à l'apprentissage avec respect, avec sérieux, avec rigueur, avec beaucoup d'amour. Tout ce que nous faisons avec amour, nous le faisons bien. Il faut que l'enfant sache qu'il est appelé à étudier. Que l'enfant sache aussi qu'il ne peut pas réussir comme il faut sans la discipline. Je me rappelle très bien, nous avions un professeur d'espagnol que les gens taxaient qu'il était dur. Un jour, je réclamais un peu, il m'a dit que Moussa, personne ne peut te refuser quoi qu'en soit, parce que tu es très discipliné. En dehors de l'école, j'étais une autre personne qui peut jouer avec tout le monde. Mais en classe, je suis une autre personne. Parce que je savais qui je suis et je savais que l'indiscipline ne rime pas avec le savoir. C'est comme cette icône, le sociologue Djibi Diakhaté, l'indiscipline ne rime pas avec le développement. Et aujourd'hui, c'est ce que nous constatons. Et je voudrais interpeller à mes amis élèves et étudiants. Parce qu'en faisant ces grèves-là, en détruisant, regardez ces élèves qui brûlaient leurs uniformes, leurs cahiers, leurs écoles et tout cela, qui perdent. Mais ceux qui sont dans les écoles déjà, qui vous enseignent, qui sont dans l'administration, ont déjà réussi. Et il nous faut être conscient qu'on doit réussir. Et celui qui veut aller loin menace sa monture. Soyons dans la posture de la discipline. Incarnons la discipline. La discipline n'a pas de prix. Vous savez, il faut que, et cela commence à la maison, et accélérer ou accentuer en classe. Si l'enfant est bien éduqué à la maison, il aura la capacité d'obéir à son professeur, à son enseignant. Donc, il faut savoir qu'on ne peut pas réussir sans la discipline, chers élèves, chers étudiants. Regardez quand un élève insulte son enseignant ou bien un étudiant, son professeur. Mais il n'est pas conscient. Celui qui te prépare à réussir, celui qui te prépare à devenir grand, tu l'attaques, c'est parce que tu n'es pas conscient. Alors, je l'ai une fois dit, le malheur d'aujourd'hui, c'est les intellectuels. Parce qu'ils sont dans la posture d'être des personnes éveillées, intelligentes, et malheureusement, ils agissent comme étant des mauvaises personnes. L'intellectuel doit agir avec responsable. Alors j'interpelle à ces élèves et étudiants de connaître avec exactitude que la discipline est le moyen le plus facile de réussir. Aussi, l'enfant doit être conscient qu'il est appelé à réussir. Et les enfants doivent développer cette mentalité. Certains qui disent, si j'ai la moyenne de 10, c'est bon. Non, c'est pas bon. Il faut même viser 20 sur 20. Parce que ce qui fait la différence, c'est l'excellence. Et ce qui fait la différence entre les leaders d'aujourd'hui, c'est l'excellence. Et l'Afrique doit être consciente de ça. L'Afrique doit changer de mentalité. Mais comment? À travers une école d'excellence. Et pour bâtir une école d'excellence, il faut revenir aux fondamentaux d'une école d'excellence. Donc, l'élève a une responsabilité. L'élève n'est pas appelé ou l'étudiant à toujours faire les grèves, à gaspiller, à insulter, à fuir les cours. Non. Si nous voulons devenir grands, il faut le commencer déjà présent. À travers notre comportement, à travers notre attitude,
envers l'école, envers nos enseignants et nos professeurs. Et le dernier pour une école d'excellence, c'est le rôle de l'État. Le rôle de l'État. L'État aussi a un rôle à jouer. L'État est appelé à jouer un rôle de facilitateur. Il doit préparer l'environnement de l'école, construire des écoles de qualité. Écoutez, nous ne voulons pas vouloir réellement des résultats. Alors, au XXIe siècle que nous sommes, qu'il y a toujours des classes indignes. Il y a certaines écoles qui ne peuvent pas commencer comme il faut, parce qu'il faut d'abord prendre réellement les paillas, l'herbe et tout cela pour faire une classe. J'ai vu récemment au Cameroun plus de 200 élèves dans une même salle de classe. C'est incroyable. Ça, c'est le produit d'une mauvaise école. Mais l'école d'excellence atteste aux leaders, atteste à l'État que non, pour préparer des leaders dignes de son nom, il faut les mettre dans de très bonnes conditions. Pour permettre à l'enseignant et le professeur de bien donner le savoir aux élèves et étudiants, il faut le mettre dans de très bonnes conditions. Il faut le faire. Quelqu'un a dit, si on paye de la même manière, ou si on paye comme on paye les politiciens, les enseignants et les professeurs, l'école d'aujourd'hui allait produire de grands leaders. Mais malheureusement, c'est les politiciens qui priment, même sur les enseignants, sur les professeurs. Il y a certains pays qui ont compris et qui ont commencé à changer de mentalité, comme le Rwanda, où le président a la capacité de sanctionner une haute personnalité. Pourquoi? C'est sa mentalité. L'école doit jouer ce rôle de facilitateur. Créer des écoles, des classes dignes de son nom, équipées, des écoles équipées. Mais aussi, pas seulement équiper des écoles. Parce que ceux qui laissent leur famille, ils viennent enseigner. Mais ils doivent nourrir leur famille. Il faut les payer. Il faut respecter les engagements. L'État doit revenir à sa responsabilité. Et de ne pas être là à tromper, à vouloir jouer avec le feu. Aujourd'hui, les grands leaders ont changé de mentalité, de comportement. Ils ne jouent pas avec l'école. Ils ne badinent pas avec l'école. Parce que l'école est le seul moyen de bâtir des grands leaders de domaine. Alors il faut le prendre au sérieux. L'État est appelé à protéger, à mettre de l'ordre. Veiller au paiement des étudiants. Il faut payer les étudiants leur bourse. Il ne faut pas rester là jusqu'à ce que les étudiants se fassent. Un État responsable, c'est un État qui considère ses étudiants. Parce que ce sont ces étudiants qui seront demain le président, les politiciens, les directeurs qui vont occuper les grands postes. Les postes stratégiques pour développer le pays. Si vous jouez avec vos étudiants, mais comment vos étudiants seront en l'aise, seront dans la joie, dans la stabilité pour pouvoir étudier? Considérez les étudiants, encouragez les étudiants, payez les bourses à temps réel. Et veillez à ça. Ce secteur est important. Merci de votre aimable attention.